Alors, pour débattre autour de cet événement qui, évidemment, n'est pas perçu de la même manière de part et d'autre de ce conflit, peut-on parler d'ailleurs d'apartheid quand on évoque la situation des Palestiniens en Israël? Est-ce que derrière cet antisionisme, il y a cet antisémitisme dénoncé par des hommes politiques, notamment Manuel Valls? On va en parler avec Bertrand Heilbronn, qui est le secrétaire général de l'association France-Palestine Solidarité, qui est avec nous depuis Paris. Bonsoir à vous, merci d'être là. Et avec nous, ici en studio, bonsoir. Emmanuel Navon, qui est professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Bonsoir à vous. Alors, je vous la pose à vous, cette première question, Bertrand Heilbronn. Est-ce que vous trouvez, parce que je précise que vous n'êtes pas, d'ailleurs, votre mouvement n'est pas derrière cette manifestation, est-ce que vous trouvez que le terme apartheid est approprié quand on parle de la situation des Palestiniens en Israël? Alors, je voudrais juste dire deux mots en introduction, parce que tout le monde ne connaît pas forcément l'association France-Palestine Solidarité, qui est la plus grande organisation française de soutien aux Palestiniens, avec près de 5000 adhérents et une centaine de groupes locaux. Nous travaillons sur les bases du droit international et du respect du droit international. Nous ne mettons absolument pas en cause l'existence du droit d'Israël, mais effectivement, nous combattons l'occupation, la colonisation, l'apartheid, effectivement, on pourra revenir dessus, et également le déni du droit des réfugiés. C'est effectivement, si on parle de situation d'apartheid, je pense que la situation qui est faite aux Palestiniens est une situation de dépossession et qu'il y a effectivement, que ce soit à l'intérieur d'Israël même ou encore beaucoup plus pour la situation des Palestiniens de Cisjordanie, de Jérusalem et de Gaza, une situation de déni des droits qui est, de notre point de vue à la FPS, pire que l'apartheid sud-africain. Pire que l'apartheid sud-africain, c'est ce que vous dites là. Ok. Emmanuel Navon, un mot là-dessus? Vous savez, quand on utilise le mot apartheid, c'était évidemment le mot hollandais utilisé par les Boers et puis les Britanniques également en Afrique du Sud, où, comme on savait, ce qui caractérisait l'apartheid sud-africain, c'était entre autres des autobus séparés, une interdiction pour les Noirs d'avoir accès aux salles de cinéma, au système éducatif, etc. Un véritable système de ségrégation qui était installé par le système juridique sud-africain. Et bien entendu, appliquer ce terme à Israël est absurde, comme l'avait dit d'ailleurs lui-même Nelson Mandela, qui était, je crois, expert en la matière et qui avait dit lui-même à plusieurs reprises qu'il est aberrant d'appliquer le terme apartheid à Israël, lorsque, encore une fois, la semaine dernière, il y a eu une nomination de nouveaux juges à la Cour suprême, que l'un d'entre eux est un juge arabe, que les citoyens arabes d'Israël font bien entendu partie intégrante du système politique et social. Alors tout n'est pas parfait en Israël, et même en France ou ailleurs, les minorités souvent n'ont pas tous les droits qu'elles devraient avoir et ne sont pas toujours aussi représentées qu'elles devraient l'être. Mais il y a dans l'État-nation qu'est Israël une égalité civique de tous les citoyens, quelle que soit leur appartenance religieuse, ethnique ou autre. Maintenant, je voudrais revenir également sur un terme qu'a rappelé votre invité, sur ce qu'il appelle le retour des Palestiniens. Alors d'un côté, Bertrand Heilbronn dit qu'il reconnaît le droit d'Israël à exister, ce que reconnaît également, je rappelle, le droit international, Israël comme État-nation reconnu par le droit international, mais d'un autre côté, il en appelle au retour des réfugiés palestiniens. Or, il faut bien comprendre que les deux sont incompatibles, parce que la façon dont les Palestiniens, eux, définissent le droit du retour, c'est l'appliquer aux descendants des réfugiés de 1948 et l'appliquer pas seulement à un éventuel État palestinien dans le cadre d'une solution de deux États, mais à Israël lui-même. Et donc, bien entendu, appliquer ce soi-disant droit au retour à Israël d'avant 1967, c'est complètement contradictoire avec une solution des deux États, puisque Israël cesserait d'être un État-nation. Alors, Bertrand Heilbronn, vous avez la parole. Écoutez, je crois qu'il ne faut pas jouer avec les mots. La question, c'est est-ce qu'Israël accepte ou pas de respecter le droit international? Bon, quand Israël a été admise à l'ONU en 1949, c'est contre l'engagement de respecter absolument toutes les résolutions de l'ONU. Dans celle-ci, aujourd'hui, la situation est beaucoup plus grave, puisqu'il y a également occupation d'un territoire conquis par la force depuis maintenant 50 ans. En juin, ça fera 50 ans. Colonisation accélérée, déni des droits des Palestiniens, donc notamment en Cisjordanie, à Jérusalem, enfermement des Palestiniens de Gaza. Comment vous qualifiez
cette situation. Moi, si vous voulez, je ne veux pas, comment dire, affronter, je ne suis pas contre, et absolument pas contre, je respecte l'État d'Israël, mais là, il y a quelque chose qui n'est pas admissible, et je pense que toutes les personnes de bonne volonté, surtout celles qui sont attachées à Israël, devraient le reconnaître. C'est ça qui me gêne beaucoup dans cette espèce d'affrontement qu'on veut nous imposer en disant que toute personne qui critique Israël va vouloir nier son existence. Non, Israël est en train d'aller dans le mur, Israël nie le droit international, et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Je veux dire, nos ancêtres, ils ont vécu les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. L'ONU a été créée après, on a créé un socle de droit international et des conventions de Genève. C'est extrêmement grave de s'asseoir sur toutes ces questions de droit international. En décembre dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU a pris une résolution, à l'unanimité, moins une abstention. Israël a immédiatement déclaré que c'était nul et non avenu. Mais pourquoi? Mais pourquoi un pays va essayer de s'abstraire du droit international? Ça me gêne énormément. Manuel Navon. Alors d'abord, il faut distinguer entre deux choses. Bien entendu que critiquer Israël, ça n'est pas être anti-Israël, sinon les Israéliens eux-mêmes qui ne se gênent pas pour critiquer leur propre gouvernement, dont moi-même serais anti-israélien, bien entendu qu'il n'est pas anti-israélien de critiquer Israël. Je ne dis pas cela et je pense qu'il est absurde de le dire. Donc que les choses soient claires. En ce qui concerne le droit international, il faut bien comprendre une chose. C'est que les décisions des Nations Unies, il faut distinguer entre les décisions du Conseil de sécurité, qui ont force de loi, en particulier lorsqu'elles sont adoptées sous le chapitre 7 des statuts des Nations Unies, et les décisions de l'Assemblée générale, qui sont purement déclaratives et qui ne sont pas contraignantes en droit international. Ce sont les décisions du Conseil de sécurité qui font autorité, dont la résolution 242 de 1967, qui en appelle à une paix négociée entre les parties à des frontières sûres et reconnues. Et bien entendu que la situation actuelle ne peut pas perdurer éternellement, qu'il faut tout faire pour essayer de la résoudre. Mais tout reporter sur Israël, reporter toute la faute de ce conflit sur Israël, c'est faire fi des faits historiques. Il faut bien comprendre qu'il y a eu de nombreuses tentatives de résoudre ce conflit et qu'on ne peut pas accuser Israël et uniquement Israël et de complètement dédouaner les Palestiniens sur le blocage de la situation. En ce qui concerne le droit international, encore une fois, aussi bien la Cisjordanie que la bande de Gaza. Je vous rappelle qu'Israël s'est retiré de la bande de Gaza. La Cisjordanie n'a jamais été un territoire souverain, ou n'a jamais fait partie d'un territoire souverain. Je parle maintenant du droit international et que l'application de la 4e charte, de la 4e convention de Genève sur la Cisjordanie est une question sur laquelle il y a des divisions entre les juristes internationaux. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agissait pas d'un territoire souverain, un territoire qui avait été conquis et annexé par la Jordanie en 1949 et qui n'avait jamais été reconnu par le droit international. Il s'agit d'un territoire contesté dont le statut final doit être résolu par des négociations, comme le dit la résolution 242 du Conseil de sécurité. Et si cette résolution n'a toujours pas été appliquée à la Cisjordanie, c'est pas parce que Israël ignore le droit international, c'est parce qu'il y a toujours des désaccords profonds entre les deux parties et qu'on ne peut pas faire accuser uniquement Israël du blocage de la situation. Je voudrais votre avis, Bertrand Heilbronn, sur cette... Parce que finalement, c'est ça aussi le cœur de ce débat ce soir, c'est sur la forme que prend aujourd'hui le combat pro-palestinien. Est-ce que vous trouvez que des mouvements comme BDS, qui appellent au boycott d'Israël, mais de toute activité, ça va d'activité culturelle, commerciale, et pas seulement politique, est-ce que vous trouvez que cela sert la cause palestinienne aujourd'hui, quand on voit des hommes politiques, on parlait de Manuel Valls tout à l'heure, qui a parlé d'antisionisme, qui est de l'antisémitisme qui se cache. Est-ce que vous trouvez que ce mouvement sert la cause palestinienne réellement? D'accord. Je voudrais juste vraiment une seconde répondre à tout ce débat sur le droit international. Si je comprends bien, Emmanuel Navon, il soutient l'application de la résolution 2334 qui a été immédiatement condamnée par le gouvernement israélien. Moi, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est bien ça? L'autre point, je veux dire, soyons très simples. Si on commence à admettre l'acquisition de territoires par la force dans le monde d'aujourd'hui, ça veut dire qu'on va vers des très très grands désordres et qu'au lieu du droit international, on va vers la loi de la jungle. En ce qui concerne, je souhaite répondre là-dessus. Je pense qu'il faut appliquer la résolution 242 et que la résolution 242 doit être appliquée par accord mutuel, comme cela a été le cas entre parenthèses entre l'Égypte et Israël dans les accords de Camp David.
Quant à la résolution 2334 qui a été adoptée récemment par le Conseil de sécurité, elle répète à de nombreux égards certains éléments de la résolution 242, mais là où elle apporte un élément nouveau qui, à mon avis, est regrettable et problématique, c'est qu'elle prédétermine finalement la future frontière en déterminant que c'est la ligne verte qui devrait être la future frontière, à moins qu'il y ait un accord entre les deux parties, alors que la résolution 242 laissait la question ouverte. Alors, maintenant sur les méthodes utilisées par BDS, et notamment le terme d'apartheid ou le boycott, là-dessus, Bertrand Heilbronn. Écoutez, je pense que le mouvement de solidarité avec la Palestine en France est un mouvement qui est citoyen, qui est effectivement absolument respectueux de l'identité de chacun, qui est extrêmement attentif à condamner toute forme de racisme, et donc il mérite d'être respecté. Nous-mêmes, nous battons par tous les moyens qui nous semblent importants, en liant toujours le boycott au respect du droit. Donc, mais ça n'existe pas en France, puisque le boycott est interdit. Alors, donnez-moi un texte de loi qui interdit le boycott, s'il vous plaît. C'est une jurisprudence. Je ne connais pas. Donc ça, c'est une interprétation. Il y a effectivement une Cour de cassation qui a considéré qu'une action relevait d'une certaine partie de la loi française sur la presse. Maintenant, cette condamnation, elle est contestée maintenant devant la Cour européenne des droits de l'homme. Récemment, Mme Federica Mogherini, haute représentante pour la politique extérieure de sécurité de l'Union européenne, a rappelé que même si elle-même n'est pas pour le boycott, le boycott fait partie du socle et des droits fondamentaux des citoyens européens. Donc je demande à voir, et je n'accepte pas du tout la phrase que le boycott est interdit en France ou n'existe pas en France. Donc je vous dis encore, montrez-moi le texte de loi, il n'existe pas. Donc nous nous battons et nous continuons ces actions, comme nous continuons effectivement les actions de désinvestissement, c'est-à-dire que nous demandons aux entreprises françaises de ne pas être complices avec le système de colonisation et d'occupation. Et le troisième terme est sanction. Bien oui, effectivement, si on veut que les choses évoluent, il faut que la France, l'Union européenne, accepte d'aller vers une forme de pression, une forme de sanction. J'allais dire aussi pour que la société israélienne se réveille, parce que quelque part, c'est trop confortable, cette politique du fait accompli. Le déséquilibre des forces est tel que chacun en Israël va plutôt s'occuper effectivement de sa fin de mois, de son loyer, de ses loisirs, va totalement oublier les Palestiniens, alors qu'il y a un peuple qui est opprimé par un autre, et il y a des gens en France et dans les autres pays européens qui se battent par des moyens pacifiques pour que cette oppression cesse. Donc oui, on considère que ces actions de BDS sont légitimes. Je suis moi-même, j'ai entendu votre introduction tout à l'heure, je suis scandalisé par ce qui se passe et par l'intervention de l'ambassadrice d'Israël et par l'interdiction de la réunion à Toulouse. Comment est-ce possible que dans notre pays, la France, l'ambassadrice d'un pays étranger prétende régler la question du droit d'expression dans le pays où elle exerce son ambassade? Ça me paraît complètement surréaliste, complètement scandaleux et j'allais dire extrêmement dangereux pour les personnes qui croient au droit tout simplement et qui même les personnes qui les Français juifs, même ceux qui sont attachés à Israël, ceux qui ne le sont pas, ceux qui habitent en Israël, ont fait une confusion absolument invraisemblable entre le droit d'expression et l'antisémitisme. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux. C'est quelque chose sur lequel je nous mets en garde vraiment, que c'est vraiment trop dangereux. Alors, Emmanuel Navon, là-dessus. Alors, il ne faut pas effectivement faire de confusion entre droit d'expression et antisémitisme, mais il ne faut pas non plus faire de confusion entre les véritables raisons de cette situation et la raison pour laquelle cette situation est bloquée. Et le mouvement BDS. Ce que je veux dire par là, c'est que en entendant Bertrand Heilbronn, finalement les Israéliens s'accommodent de la situation, cela ne les dérange pas, alors que c'est nous qui vivons ce conflit, c'est nous qui en souffrons beaucoup plus que les gens en France. Et ce n'est pas que nous n'avons pas essayé, que nous n'essayons pas de le résoudre.
Simplement, les désaccords entre les deux parties sont énormes et il y a un réjectionnisme palestinien qui est documenté historiquement sur les différentes propositions de compromis et de paix depuis plus de 80 ans. Et faire fi de ces faits, c'est finalement reporter toute la responsabilité à Israël d'une situation dont Israël paie également un prix. Parce que je vous rappelle qu'Israël, en tant que finalement grande puissance économique de high-tech, a tout intérêt, en tant que membre de l'OCDE, a tout intérêt à mettre fin à ce conflit. Mais à chaque fois que l'on arrive à un accord avec les Palestiniens, une tentative d'accord, ils ont rejeté Camp David en 2000, la proposition Olmert en 2008, récemment dans les négociations avec Mahmoud Abbas par le biais de John Kerry. Tant qu'il n'y aura pas de leur point de vue de soi-disant droit au retour qui est incompatible avec une solution de deux États, et cela fait partie également des raisons de la non-résolution de ce conflit. Et je pense que si les Européens et les Français veulent contribuer à la paix, eh bien très bien, mais ça n'est pas en crispant les Israéliens avec ce genre de boycott qui de toute façon ne servent à rien puisque l'économie israélienne en tant qu'économie de high-tech est complètement imboycottable. Et cela porte atteinte également aux intérêts économiques des Palestiniens qui, eux, travaillent souvent dans des implantations. Et ce genre d'initiatives, finalement, comme je l'ai dit, ne font que porter atteinte aux intérêts économiques des Palestiniens, ne font que crisper les Israéliens et ne contribuent pas à la paix. Ce qui pourrait aider, en revanche, ce serait d'encourager le dialogue. Ça, oui, c'est important, mais un dialogue qui n'est pas manichéen et qui ne rejette pas toute la faute du conflit sur une partie et pas sur l'autre. Merci Emmanuel Navon, merci Bertrand Heilbronn. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'association France-Palestine.